Après la Première Guerre mondiale, la propagande suscitait une telle fascination que l'on affirmait qu'elle avait joué un rôle presque aussi important que les armes dans l'issue de la guerre. Quoi qu'il en soit, ce syndrome de la propagande est le produit de la Première Guerre mondiale. Il a lui-même influé sur le cours de l'histoire. Il a vraiment eu un impact sur l'après-guerre. À la guerre fraîche et joyeuse à laquelle on s'obstinait à croire à l'été 1914, a succédé une bataille de boue, de sang, d'éclats d'acier qui lacèrent les corps. Les fronts se sont figés et la stagnation des opérations a enterré les hommes dans les tranchées, tandis qu'à l'arrière, les familles guettent les moindres nouvelles. Au-delà des fantasmes d'espionnage qu'ils suscitent, le courrier, mais aussi les nouvelles, les informations, les images, deviennent de véritables instruments que les pouvoirs civils et militaires entendent contrôler, utiliser et bientôt fabriquent de toutes pièces. L'objectif n'est plus de seulement gagner des batailles sur le terrain, mais aussi de s'attaquer au moral de l'adversaire, à celui des soldats et de toutes les populations. Appuyée sur la censure, la propagande est une des armes les plus efficaces de cette guerre intégrale. Dès qu'on a compris que détruire l'armée, ce serait compliqué, on essaie d'étouffer l'adversaire, de s'attaquer à son moral. C'est une guerre totale. Voilà. Là, pour le coup, pour la première fois, c'est une guerre totale, c'est-à-dire qu'on s'attaque à tout. On mobilise toutes ses forces et on s'attaque à tout chez l'adversaire. C'est une machine à tuer qui se met en place, où les finalités passent au second plan par rapport à l'espèce de totalité qu'installe la guerre par elle-même et pour elle-même. À l'origine, le contrôle du courrier et des nouvelles est destiné à censurer des informations qui pourraient nuire à la conduite de la guerre. Mais les autorités, à commencer par le ministère de l'Intérieur, s'aperçoivent rapidement qu'il offre un excellent baromètre de l'état moral des soldats et des civils. De la sorte, il leur sera plus facile d'y remédier par des campagnes de propagande fondées sur des informations largement tronquées ou inventées. En Italie, au cours de la Première Guerre mondiale, circulent dans les deux sens, entre l'intérieur du pays et le front, environ 4 milliards de lettres et de cartes postales. Bien évidemment, elles ne peuvent pas toutes être contrôlées minutieusement. Mais des échantillons sont prélevés au hasard. Toutes les phrases défaitistes sont effacées de ces correspondances et leurs auteurs sont poursuivis jusque sur le front où ils sont arrêtés et condamnés pour défaitisme quand on ne les envoie pas en punition dans des détachements postés dans les zones les plus dangereuses. De même, toutes les nouvelles en provenance de l'arrière et susceptibles d'inquiéter les soldats sont censurées. Arrière et front savent des choses l'un de l'autre. Le problème, c'est que savent-ils et sur quel mode ? Parce que, d'une part, dans leur courrier, les soldats ne disent pas tout, à leur famille, ne disent surtout pas les dangers réels encourus. Il s'agit de protéger les familles. Et d'autre part, il y a effectivement, d'entrée de jeu et au moment même de la guerre, une reconstruction immédiate, à chaud en quelque sorte, de ce que le front pense de l'arrière et de ce que l'arrière pense du front.
C'est-à-dire que les journaux circulent sur le front, notamment sur l'arrière-front, mais les journaux donnent de la guerre une vision soit édulcorée, soit hyper-patriotique. Donc la vérité n'est pas dans ces journaux. Le grand problème de la presse, c'est le manque d'informations. Si il y a notamment un phénomène de bourrage de crâne, comme on le connaît bien pendant la Première Guerre mondiale, c'est d'abord parce qu'il y a pénurie d'informations. La presse joue le jeu patriotique. D'ailleurs, Étienne de Nalèche, du Journal des débats, dit « La presse, aujourd'hui, c'est une presse de service public ». Qu'est-ce que ça veut dire, service public? Ça veut dire qu'on va jouer l'effort patriotique. Donc, il n'y a absolument aucun problème vis-à-vis de cette guerre qui est une bonne guerre. Nous sommes attaqués. Et en fait, du côté allemand, on dit exactement la même chose. Et donc, cette presse va accompagner le mouvement patriotique. Mais son grand problème, c'est que tous les jours, il faut nourrir l'information. Tous les jours, il faut remplir les colonnes. Et cette presse est encadrée par l'armée qui s'en méfie beaucoup et qui lui donne très très peu d'informations. 3 communiqués par jour. Alors évidemment, on brode. L'État n'avait pas grand-chose à voir avec la propagande au début de la guerre. Les médias ne lui appartenaient pas et étaient, à quelques exceptions près, tous à gauche. Tout le monde de la presse, les périodiques, les éditeurs et les milieux du cinéma par la suite soutenaient cette guerre et désiraient en donner une image propre à soutenir l'effort de guerre. Il faudra attendre la seconde moitié du conflit pour que le désenchantement s'installe et que l'on ressente le besoin que l'État joue un rôle dans l'organisation des médias. Pour répondre aux demandes des journalistes, l'état-major crée en 1916 une maison de la presse, à partir de laquelle il va pouvoir diffuser les informations qu'il juge nécessaires. Mais, en acceptant cet état de fait, la presse se met dangereusement entre les mains des militaires et accrédite la propagande officielle. Cela peut surprendre, mais avant la guerre, le gouvernement ne faisait pas de propagande. La propagande d'État n'existait pas telle que nous nous la représentons aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, une telle propagande aurait tout de suite provoqué une levée de boucliers, surtout de la part de la presse. Les journalistes et les patrons de presse étaient habitués à exprimer leurs propres idées politiques, généralement alignées sur celles d'un parti. Une propagande d'État qui aurait tenté d'imposer la vision du gouvernement à tous ses journaux et ses journalistes de différentes tendances politiques aurait été inconcevable. Au cours de la guerre, si la presse joue un rôle dans la propagande, c'est tout simplement parce qu'elle accompagne l'effort patriotique. À partir des toutes premières semaines et des tout premiers mois, qui sont les mois du bourrage de crâne, tout ça s'efface très vite, parce qu'au bout d'un moment, on n'y croit plus, tout simplement, parce que ça ne marche plus. Et cette presse-là va, parce qu'elle souhaite participer à l'effort collectif, à l'effort patriotique, se transformer elle-même en instrument de propagande. Mais il est intéressant de noter que non seulement la censure s'exerce de la part des autorités, mais qu'il existe aussi une autocensure de la part des journalistes qui, pour encourager sans réserve aucune l'effort patriotique, passent sous silence les aspects les plus grotesques ou les plus horribles de la guerre. De quoi déclencher parfois l'hilarité des soldats sur le front qui lisent dans les journaux des récits abracadabrants. Par exemple, là où des régiments traversent des vallées sans rencontrer le moindre adversaire, ils découvrent que ces mêmes vallées auraient été jonchées de cadavres ennemis. Mais bien qu'ils en rient, ces soldats sont souvent furieux que la presse ne rende pas compte des souffrances bien réelles qu'ils endurent.
les soldats sentent bien et voient bien que l'image qu'on donne d'eux-mêmes, ce n'est pas une véritable image. Vous savez, il y a ce témoignage notamment d'Édouard Elsay, qui est un grand reporter de guerre de cette époque. Et il dit après-guerre, je voyais remonter ces soldats harassés, blessés, sanguinolents, qui n'en pouvaient plus. Mais c'est pas ça que je racontais. Ce que je racontais, c'est qu'ils avaient la foi, qu'ils étaient encore solides, qu'ils allaient repartir au front. Et comment aurais-je pu faire autrement? Parce que à qui je m'adressais avant tout? Pas à eux, mais à leur famille, à leur mère, à leurs femmes, à leurs enfants. Si dès 1914, les autorités civiles et militaires françaises ont découvert, dans l'urgence, l'importance de l'information et de son contrôle, c'est en 1915 qu'un 5e bureau est créé au ministère de la Guerre. Il est chargé de surveiller l'information économique et de superviser l'action sur le moral contre les pays ennemis. Dépêches d'agences, journaux, tracts, affiches, livres, photos, films inondent bientôt les médias de tous bords et de toutes les nations. Il y a de la part des militaires une grande méfiance à l'égard des journalistes. Parce que l'armée a encore en tête 1870 et l'idée que les informations qui avaient été publiées à ce moment-là dans le Temps, relayées par l'agence Havas, publiées dans le Times, avaient conduit à la défaite de Sedan. Aux fausses nouvelles, aux rumeurs, aux bobards et boutéons qui se répandent sur le front et à l'arrière, s'est rapidement ajoutée la peur des espions et des manœuvres secrètes de l'adversaire. Une autre chose très intéressante à souligner est le système d'espionnage de masse mis en place par les groupes interventionnistes. Imaginez par exemple une fête de village où l'on tire des feux d'artifice. Eh bien, les autorités recevront des dénonciations prétendant que ces feux d'artifice seraient en fait des signaux adressés aux avions austro-hongrois pour qu'ils viennent bombarder les villes italiennes. De la même manière, les télégrammes, par définition très condensés, sont considérés comme des messages codés permettant de transmettre des informations à l'ennemi. Autre point très intéressant à noter, on imagine que la citoyenneté ne devrait plus être octroyée sur la base du passeport, mais sur celle de l'acte de naissance. Par conséquent, des personnes nées en Allemagne ne pourront jamais obtenir la citoyenneté italienne et deviennent de facto suspectes. Mais cela touche également les personnes qui sont allées travailler en Allemagne, ainsi que celles qui ont des frères partis travailler en Allemagne ou en Autriche-Hongrie, celles qui parlent l'allemand ou celles qui ont appelé leur fille Germaine, par exemple. Cela touche aussi le commerçant ambulant qui vend des chocolats à l'effigie des souverains européens, dont François-Joseph, et qui se retrouve victime d'une dénonciation pour défaitisme. Déjà très popularisée, la photographie et le cinématographe acquièrent une place centrale dans la vie des militaires et de leurs familles. La violence des combats ne permet pas d'accompagner les assauts avec une chambre noire ou avec une lourde caméra, mais les petits appareils photo dits de poche commencent à se répandre dans les tranchées. La photographie, à la faveur de la Première Guerre mondiale, va se développer de manière considérable. Dans les journaux,
à la fois les journaux généraux, quotidiens, et les journaux spécialisés, comme le Miroir. Ces photographies, elles viennent du front, elles viennent des soldats eux-mêmes. Et le Miroir dit qu'il achètera à n'importe quel prix des photographies qui viendront du front. Les officiers le savent bien et interdisent d'ailleurs aux soldats d'avoir un appareil photo sur le front. Et il y a l'anecdote de Blaise Cendrars qui a répondu à l'appel du Miroir, qui se fait enguirlander par ses officiers, précisément parce qu'il a fourni contre argent des photographies du front. Pendant la guerre, un nouveau médium fait son apparition, le cinéma. Bien qu'en étant encore à leur balbutiement, tant sur le plan technique que sur le plan de la distribution, les films ont eu évidemment un impact très important. Par exemple, The Battle of the Somme, la bataille de la Somme, un des plus célèbres, projeté en Angleterre et tourné sur les lieux mêmes des combats, fait partie de ces films qui ont permis à la population civile britannique de découvrir pour la première fois comment leurs soldats vivaient sur le front, d'une certaine façon, de partager leur expérience de la guerre. La bataille de la Somme, sortie en 1916, est l'exemple typique de ces films qui ont pour but de montrer le quotidien de la guerre. Ils n'essaient pas d'en donner une certaine image ou d'embellir les faits. Ils présentent la guerre de manière claire et didactique pour que les gens puissent comprendre ce que leurs fils ou leurs frères font sur le front et pourquoi ils le font. Cependant, autocensure des combattants qui ne veulent pas inquiéter leurs proches et contrôle très strict des autorités conduisent à une production d'images très neutre. Scènes de vie quotidienne, presque champêtres, dans des tranchées soigneusement aménagées, jeux, loisirs, défilés, remises de décorations, alternent avec des images de destruction causées par l'ennemi. D'une manière générale, la censure veille et ne laisse pas passer n'importe quoi. Donc, il y a des choses que nous, on ne verra jamais. On ne verra jamais de bataille, parce que ça n'est pas possible. Mais on ne verra pas non plus les corps des soldats français tombés. On peut voir les corps de l'ennemi, mais jamais les corps français. Et de l'autre côté, du côté allemand, c'est rigoureusement l'inverse. Compte tenu des informations qu'on lui fournissait, il n'est pas étonnant que la population civile, dans les pays en guerre entre 1914 et 1918, ait eu beaucoup de mal à se faire une idée concrète de ce qui se passait sur le front, de ce qui aujourd'hui apparaîtrait clairement à tous comme une absurdité. En effet, si vous prenez un journal de l'époque, vous n'apprenez absolument rien, même pas un infime détail de la réalité des opérations ou de la vie des soldats dans les tranchées. Voyant mon nez en trompette, le tricotement de mes gambettes, tous les copains au régiment disent que je suis bien content. Oui,
pour moi le métier militaire, c'est le plus joli métier de la terre. Et c'est le jour de la révision, le régiment de ma passion. Devant le major, comme un jassu, j'ai chanté quand j'étais tout nu. Des piou-piou, je suis le plus heureux. Quel soldat cela me rend joyeux. Que je vienne du sarou ou de caillou, cavalier ou dringlot, moi je m'en fous. Oui, je donne joyeusement au pays mon ardeur, mon courage et ma vie. Ma raté, mon gessier, mes deux mains, mes deux pieds, mon nombril et mon petit fessier. La guerre s'éternisant, chaque belligérant doit se trouver de nouveaux alliés ou gagner la bienveillance des neutres. La propagande, jusqu'alors en partie réservée à l'espace national, s'étend au reste du monde, à commencer par les États-Unis, l'Espagne, influente en Amérique du Sud, et surtout la Suisse, car elle offre une caisse de résonance idéale en plein cœur de l'Europe. Dépêches, journaux, photos, films diffusent des nouvelles triomphales et stigmatisent la barbarie de l'ennemi. Autant il y a des instruments de contrôle à caractère de censure, autant il n'y a pas de véritable réflexion sur la propagande, sauf à l'égard des neutres, pour finalement essayer de leur montrer le vrai visage de l'Allemagne et de s'en faire à terme des alliés. Plus la guerre s'enlisait, et plus les fronts se figeaient, plus les belligérants éprouvaient le besoin de montrer dans leurs films que même s'ils ne parvenaient pas à remporter la victoire militaire, leur armée était la plus forte. En effet, les États neutres les plus petits avaient besoin qu'un vainqueur se révèle pour se positionner dans ce jeu de puissance. Leur rapprochement ou leur prise de distance vis-à-vis des belligérants dépendait des événements militaires. Avec la guerre telle qu'elle a été à partir d'août 1914, eh bien, il y a eu les mesures de blocus et de contre-blocus qui ont posé de très gros problèmes, à tel point que le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, avait laissé entendre que si les problèmes d'approvisionnement de la Suisse devenaient très graves, il renoncerait à la neutralité, ce qui est parfaitement possible à n'importe quel temps, et prendrait position avec un camp ou l'autre suivant le problème des approvisionnements. On pensait que la France serait la plus menaçante, ça serait elle qui avait de gros risques de violer en premier la neutralité suisse. On craignait que la France ne respecte pas le traité concernant la neutralisation de la Savoie. La Savoie était considérée comme faisant partie de la Suisse au point de vue neutralité, et on pensait que la France n'avait qu'un but, c'était d'annexer Genève. Ludendorff installe un véritable centre cinématographique en Suisse, pays où les propagandistes de toutes les nations se retrouvent, travaillent ensemble ou s'affrontent. Ce centre a pour rôle d'inonder les pays neutres de films allemands afin de faire la démonstration de la supériorité militaire allemande, puisque l'armée elle-même n'était plus en mesure de le faire. Lorsqu'il est mis sur pied en 1915, le service cinématographique des armées françaises est d'abord destiné à l'éducation des enfants des écoles. Mais, dès les premières projections, il gagne tous les publics.
Par ailleurs, chaque belligérant en viendra aussi à produire de nombreux films de fiction mettant en scène la sauvagerie de l'adversaire. En Allemagne, c'était principalement le commandement militaire qui encourageait la propagande et poussait ses officiers, qui tenaient les commandes de l'administration civile, à mener leur propre campagne de propagande. On envoyait des orateurs dans tout l'Empire, on projetait des films, on placardait des affiches d'Hindenburg qui appelaient à tenir bon. Ainsi, une certaine forme de propagande est apparue dès la seconde moitié des hostilités, lorsqu'il est devenu clair que la population en avait assez de la guerre. En même temps que la guerre s'industrialise à outrance, la propagande se massifie et fait appel aux techniques les plus modernes. Aux côtés des États qui la gèrent comme une fabrique de guerre, des milliers d'entreprises privées prospèrent sur le filon de l'information et du moral. Des fabricants de cartes postales par millions aux studios de Hollywood, devoirs patriotiques et bonnes affaires se conjuguent au point de ne plus permettre de distinguer les véritables impératifs militaires des mécanismes du spectacle, du divertissement à sensation. Les États-Unis ont utilisé la propagande beaucoup pendant la guerre. On a créé quelque chose comme le Committee for Public Information, qui a fait beaucoup de films, beaucoup de choses pour faire une vraie propagande aux États-Unis. Ce n'est pas les images vraies de la fronte occidentale, c'est de Hollywood, c'est des usines de propagande que les Américains ont regardé. Oui, il y avait des héros américains comme Sergeant York et les autres héros américains. Et il y avait beaucoup de films, de livres aux États-Unis pour célébrer leurs héros. Il y a une mythologie guerrière à l'arrière qui est construite, qui nous montre à la fois la vie quotidienne des soldats, mais de soldats plutôt joyeux, plutôt en train. Et on voit par ailleurs les destructions allemandes, de la barbarie allemande, et notamment de la barbarie sur nos monuments, sur nos églises, sur notre foi, sur ce à quoi on croit, sur notre culture. La cathédrale de Reims est un de ces monuments. Entre toutes nos basiliques, dont les hautes nefs, les majestueuses façades, les clochers aériens dominent nos cités, mais ce qui fait pour nous la gloire de notre cathédrale est ce qui la désignait aux représailles de l'ennemi. Et voilà sans doute pourquoi cette maison de beauté, ce temple illustre de Dieu et de notre âme n'a point trouvé grâce devant eux dans la récente guerre. Avec la diabolisation de l'ennemi, entre fantasmes caricaturaux et images tirées de la réalité des horreurs de la guerre, un nouveau discours s'affirme, celui du bien contre le mal, celui de la responsabilité de l'adversaire dans les destructions matérielles, mais surtout dans les drames physiques et moraux causés aux victimes, en particulier aux populations civiles innocentes.
dans chaque camp va dominer l'idée que de l'autre côté du front, l'ennemi est un barbare. Cette barbarie va se manifester à travers le fait que les éléments du patrimoine national, et notamment le patrimoine monumental, vont faire l'objet de destruction. Et là, ça montre bien cette force du principe national où les individus se pensent héritiers d'un patrimoine collectif, et d'un patrimoine collectif qui peut être fait de châteaux et de cathédrales. Et détruire ces monuments de l'adversaire, ce n'est pas les atteindre dans leur foi religieuse au sens propre, mais c'est les atteindre dans leur foi nationale. C'est de la guerre elle-même qu'émerge la diabolisation de l'ennemi. Ce sont avant tout les événements militaires qui donnent lieu à des accusations de barbarie et de sauvagerie. Je pense par exemple à l'invasion de la Prusse orientale par les Russes. Elle a donné lieu, dans la presse allemande, à une abondance d'anecdotes, souvent déformées, comme cela a été établi par la suite, démontrant la cruauté des soldats russes à l'encontre de la population civile allemande. Et ce phénomène a été encore plus marqué en Belgique et dans le nord de la France lors de l'invasion des troupes allemandes qui, effectivement, et cela a été prouvé, prenaient des otages parmi les civils et les fusillaient lorsqu'ils pensaient être attaqués par ceux qu'on désignait alors comme francs-tireurs. Ces exactions, qui ont réellement eu lieu, ont été largement ressassées par les médias français, britanniques, mais aussi d'autres pays, notamment aux États-Unis, et ont eu à l'étranger des conséquences décisives et désastreuses sur l'image de l'Allemagne. C'est ainsi qu'est apparue, au début de la guerre, une atrocity propaganda, c'est-à-dire une propagande visant à montrer, parfois en exagérant, les atrocités perpétrées par le camp adverse. Et comme c'était les Allemands qui avaient envahi les autres pays et commis ces atrocités, cette guerre de propagande, ils l'avaient déjà perdue dès 1915. 1915 eigentlich für Deutschland verloren. Autre fait intéressant, pendant la Première Guerre mondiale, qui à tant d'égards marque le début du XXe siècle, la rencontre entre la science, la technique et la volonté d'hégémonie va produire des effets paradoxaux. Elle permet d'entrevoir ce qui arrivera 20 ans plus tard. Par exemple, la propagande italienne raconte que les Allemands utilisent la peau humaine pour réaliser divers objets, comme des portefeuilles. Elle accuse les Allemands de récupérer les cadavres ennemis pour réaliser des expériences scientifiques. À tel point qu'en 1917, une journaliste italienne qui signait ses articles du nom de Flavia Steno dénonce le projet allemand de remodeler la composition ethnique de l'humanité. Elle imagine que les Allemands fomentent un plan dans lequel, dans un monde futur,
Les Aryens domineront les autres peuples qui leur serviront d'esclaves, avec pour objectif final l'élimination des peuples latins. En temps de guerre, il est évident que l'activité de propagande s'intensifie de façon extraordinairement aiguë dans les pays belligérants. De part et d'autre des frontières, la population est soumise à une importante propagande. Et cela a très clairement une grande incidence sur le moral des soldats. Mais du fait de cette propagande, il y a aussi le sentiment de participer à un conflit qui a une finalité plus grande, qui a un sens. Un conflit qui a pour but de défendre la culture allemande tout entière face à une civilisation française considérée comme décadente. L'un des éléments permettant de dire que la Première Guerre mondiale anticipe les horreurs du totalitarisme est la description de l'ennemi sous des traits infamants. Incontestablement, cette diabolisation de l'adversaire commence en France entre l'été et l'automne 1914, au moment où le pays entre en guerre, avant d'être relayé rapidement par la propagande italienne. C'est ainsi qu'on voit apparaître dans les journaux italiens les photos des cadeaux que les parents allemands font à leurs enfants pour Noël 1914. Avec par exemple des fourches pour embrocher les soldats français, ou des maquettes de villages français détruits par l'artillerie allemande et que les enfants doivent s'amuser à reconstruire. Mais l'un des exemples les plus révélateurs à ce titre reste la diffusion en Italie de la théorie d'un médecin français, le docteur Edgar Berillon, qui parle de bromhydrose fétide, ou le fait qu'à la différence des autres peuples européens, les Allemands exhaleraient une odeur répugnante à cause d'un intestin qui serait plus long que celui des autres Européens. À l'instar de celui des taureaux et des rhinocéros, cet intestin plus long provoquerait des troubles digestifs et des douleurs susceptibles de déclencher chez eux des crises de colère expliquant leur brutalité. Cela expliquerait qu'ils coupent les mains des enfants et des femmes en Belgique, ou qu'ils détruisent les églises. Les Allemands seraient tout bonnement victimes de crises de furie incontrôlables dues à une physiologie différente de celle des autres Européens. L'obsession de survie, inspirée d'une prétendue supériorité des races qui va conduire l'Allemagne aux pires extrémités, trouverait-elle ses origines dans la participation au combat d'hommes venus de toutes les parties du monde? En effet, l'engagement dans les troupes alliées de nombreux soldats issus de leurs empires coloniaux, Afrique, Asie, Inde, Pacifique, ou des soldats de couleur de l'armée des États-Unis, conduit les nationalistes allemands à développer une véritable campagne raciste, dénonçant la guerre de sauvages avec des sauvages que mènent leurs ennemis. L'extrémisme allemand d'après-guerre puise largement dans cette propagande pour expliquer la défaite de l'Allemagne, dernière nation civilisée européenne, encerclée, vaincue par une humanité unie dans la décadence. Les Allemands étaient scandalisés de voir que l'on envoyait des troupes coloniales se battre contre eux sur le champ de bataille. Cela leur permettait de dire « Mais on lance contre nous des sous-hommes, des barbares, des non-civilisés. » Cela montre bien à quel point l'ennemi est tombé bas.
Denn aus Sicht der deutschen Propaganda war dieser Einsatz Pour la propagande allemande, l'utilisation de soldats non européens aux côtés des soldats français et anglais, ou pire, de soldats afro-américains aux côtés des soldats américains sur le champ de bataille, permettait de renouer avec les stéréotypes raciaux qui circulaient déjà avant la guerre. Des stéréotypes raciaux qui constituaient l'un des piliers de la vision hiérarchique du monde qu'avaient les États impérialistes européens. La campagne dite de la honte noire contre la présence de troupes indigènes françaises occupant la Ruhr en 1919 sera rapidement reprise par les nazis. Dans un premier temps, elle vise à émouvoir l'opinion publique des États-Unis, où règne la ségrégation, afin d'atténuer les réparations imposées à l'Allemagne lors des traités de paix. Hitler parlera même de négrification du sang allemand. Diese Rheinlandbesetzung, die ohnehin den deutschen L'occupation de la Rhénanie suscite d'autant plus d'indignation chez les nationalistes allemands que les occupants sont des soldats noirs. Pour eux, c'est inacceptable. Et puis le fait que ces soldats aient des relations avec les femmes allemandes et que de ces relations naissent ce que l'on appelait des bâtards de Rhénanie, c'est-à-dire des enfants de sang allemand et africain, n'a fait qu'empirer les choses. Cela a été un puissant instrument de propagande pour les cercles d'extrême droite et cela a attisé la diabolisation, la haine des populations colonisées, des Noirs et des autres races. Die rassistischen Ideologien wurden natürlich von der Propaganda. Évidemment, la propagande s'est efforcée d'attiser et d'instrumentaliser les idéologies racistes. Alors ce n'est pas étonnant qu'après la guerre, ces idéologies se soient retrouvées au cœur du débat politique et de la pensée du camp nationaliste en Allemagne. Die rassistische Dans un premier temps, jusqu'en 1918, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre, ces idées racistes ne concernent que le front intérieur. Dans les cercles conservateurs et chez les radicaux de droite, les allusions antisémites se multiplient. En 1916, ces cercles nationalistes suggèrent un recensement des Juifs au sein des armées afin de prouver, et ils en sont persuadés, que la population juive ne participe pas à l'effort de guerre. La propagande d'État, celle diffusée par les commerces privés, celle des éléments les plus nationalistes et militaristes, ont préparé les esprits et ont habitué les populations à recevoir un discours massif et univoque. Dans quelques années, elles seront ainsi d'autant plus sensibles aux voix d'extrême droite qui tenteront de justifier la défaite par la trahison des ennemis intérieurs, juifs et socialistes, et à l'extérieur, par l'usage des troupes noires, des sauvages. Après la défaite, en 1918, on voit apparaître en Allemagne la légende dite du coup de poignard dans le dos.
Selon cette légende, l'Allemagne n'aurait pas perdu la guerre parce qu'elle était inférieure sur le plan militaire, mais parce que la propagande de l'ennemi aurait conduit les citoyens allemands à ne plus soutenir l'effort de guerre et à poignarder leur armée dans le dos. Die Dolchstoßlegende entsteht erst einmal aus der La légende du coup de poignard dans le dos est née parce qu'on ne pouvait pas expliquer ce retournement de situation. Comment les troupes allemandes avaient-elles pu arriver jusqu'aux portes de Paris en mars 1918 et capituler quelques mois plus tard? Les derniers combats ont eu lieu sur le sol français. La dernière offensive prévue pour le 13 novembre 1918 sur l'Allemagne n'a pas été lancée. Foch n'en veut pas, il estime qu'il y a assez de morts comme cela. Et donc, effectivement, les troupes allemandes rentrent en Allemagne sous les vivas, parce que la population allemande considère que son armée n'est pas véritablement vaincue. Cette impossibilité, cette incapacité à comprendre pour quelles raisons cet effondrement militaire avait eu lieu, ont produit des réactions très violentes chez ceux qui ne pouvaient accepter la fin de la guerre, qui ne pouvaient pas accepter la défaite et les conditions imposées par le traité de Versailles. On les retrouvait en large partie au sein de la droite nationaliste, qui dès lors n'a cessé de se livrer à une campagne de diffamation contre ceux qu'elle appelait les criminels de novembre. Ainsi, les hommes qui avaient signé la paix, ou du moins l'armistice, et plus tard le traité de Versailles, étaient désignés comme des traîtres à la patrie et n'avaient donc aucune légitimité pour diriger la République de Weimar. La légende du coup de poignard dans le dos, comme on l'a appelé, a permis aux nationaux-socialistes de construire leur système. Une société guerrière, en chassant, en oppressant et en tuant les ennemis intérieurs, c'est-à-dire la gauche, les communistes, les pacifistes et surtout les juifs. Ils ont mis en place un puissant appareil de propagande à destination de la population allemande qui devait les mener à la victoire finale. Ainsi, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale s'inscrivent d'une certaine manière dans le prolongement de la Première. La poursuite de la guerre a conduit la plupart des pays à se doter d'une direction politique unique, à centraliser le commandement militaire et à imposer la tutelle de l'État sur tous les secteurs d'activité, publics et privés. Mais, si les grandes démocraties sont parvenues à échapper à la tentation d'un régime fort, d'autres nations imaginent y trouver une solution à tous leurs maux d'après-guerre. La manipulation de l'opinion publique, désinformation, comme on dit aujourd'hui, l'ère des foules, le début bientôt, au cours des années 20, et qui va être très utilisé dans les années 30, de la radio, tout ça va effectivement donner une montée en quelque sorte des populismes qui vont tendre effectivement à la consolidation de totalitarisme. Ainsi, l'Italie, qui a beaucoup souffert de la guerre, se sent profondément trahie et humiliée lorsqu'à la conférence de Paris, qui règle les conditions de la paix, elle se voit traitée en parent pauvre et n'obtient que très peu des avantages territoriaux qu'elle attendait. C'est en grande partie au nom de cette victoire mutilée que Mussolini commence à rassembler autour de lui les forces qui le mènent au pouvoir dès 1922.
En fait, la Première Guerre mondiale concentre déjà tous les instruments que les régimes totalitaires, à commencer par le fascisme, mettront en œuvre lorsqu'ils accéderont au pouvoir. Benito Mussolini sera l'un des plus entreprenants dans ce domaine. Fin 1914, il écrit déjà que le Parlement est un bubon pestilentiel qu'il faut arracher coûte que coûte et qu'il faut absolument le dissoudre pour le remplacer par un comité de guerre capable de décider en lieu et place des députés de la direction que le pays doit prendre. Ce qui est intéressant, c'est que Mussolini anticipe véritablement des questions qu'il devra affronter et résoudre une fois devenu duce du fascisme. Par exemple, il théorise le fait que tous les journaux devront être supprimés au profit de la publication d'un seul et unique communiqué des opérations édictant les volontés du commandement militaire suprême. Il dit aussi que l'Italie doit devenir un immense arsenal où tout le monde travaillera dans un objectif commun. C'est vous dire s'il imagine déjà la militarisation intégrale du pays. Si les méthodes du totalitarisme, rodées dans chaque pays en guerre, s'épanouissent dans les nations vaincues ou humiliées, elles n'épargnent pas davantage la jeune Russie soviétique qui a hérité de pratiques déjà largement mises en œuvre par la police tsariste. Ça se diffuse pendant la guerre civile. On va retrouver à la fois chez les Blancs et chez les bolcheviks cette volonté de saisir l'état d'esprit par le contrôle du courrier. Et ça devient un des instruments majeurs par la suite du régime bolchevique qui va utiliser ce contrôle de l'état d'esprit comme un des instruments de gestion politique de son pays. Au-delà de ce contrôle des esprits, la propagande s'en est prise aussi à certaines minorités nationales suspectées d'intelligence avec l'ennemi. Quand la guerre commence sur le territoire russe est séparé en deux zones, une zone sous commandement militaire et une zone sous administration civile qui correspond au reste de la Russie. Dans cette zone sous administration militaire vont être utilisées un certain nombre de techniques de gestion des populations, notamment des déportations forcées. Donc on va déporter dès 1915 toutes les minorités allemandes et une partie des populations juives qui sont considérées comme non fiables et donc susceptibles de trahir pour l'ennemi. La guerre est un moment de massification de la société russe. C'est-à-dire, pour la première fois, on va se retrouver avec, je crois que c'est 5 millions d'hommes qui vont se retrouver au même moment sur le front, des gestions d'hommes qui provoquent la nécessité d'appliquer des méthodes militaires, des méthodes de gestion des hommes qui vont avoir des conséquences, qui vont rentrer dans le... Enfin, j'aime bien cette idée de boîte à outils, dans la boîte à outils du politique. Hein. Et c'est évident qu'en Russie, comme ailleurs, mais en Russie particulièrement, les méthodes de gestion des masses qui sont mises en place pendant la Première Guerre mondiale, on va les retrouver par la suite, parce qu'il s'agira de mobiliser les populations, de mobiliser les soldats, il s'agit de mobiliser et de contrôler. Donc oui, on a une sorte de vocabulaire politique, de pratiques politiques, de pratiques humaines qui se mettent en place à ce moment-là, qui sont fondamentales. Tous les outils intellectuels, moraux, organisationnels, industriels de la gouvernance totalitaire se mettent en place pendant la guerre, à divers échelons, sous diverses formes, mais assez largement à l'échelle de l'Europe entière. Il faut ajouter que l'empreinte de la totalité se fait sentir pratiquement à la
totalité justement des populations. Nous savons en France que 30 villages seulement ont vu revenir leurs soldats, tous ont été frappés, tous ont été touchés. C'est non plus l'effet meurtrier et violent des guerres d'autrefois qui affectaient sur le front des soldats pendant un temps, c'est véritablement la totalité des populations qui a été profondément affectée par un phénomène global. Et ceci prépare évidemment les esprits à accepter l'idée qu'il y a peut-être des bons totalitarismes, qu'il y a peut-être des sorties collectives préférables aux espoirs individuels. Donc il y a là quelque chose d'assez sournois. Il s'agit pour ces nations, la Russie, l'Allemagne, l'Italie, de répondre à la totalité qu'a été la guerre dont ils ont été les perdants, d'une certaine façon, par un équivalent. Et le projet totalitaire va naître de cette envie d'inverser ce que la guerre a mis en place, mais aussi procéder des logiques que la guerre a fait naître. Schématisons un peu. L'histoire humaine jusque-là, ça a été l'histoire d'individus, de groupes, de nations, d'ensembles qui étaient aux prises les uns avec les autres dans un vaste espace qui laissait beaucoup de possibilités. La guerre 14 a créé, pour la première fois dans l'histoire, une situation totale dans laquelle tous les acteurs sont piégés par la logique de la situation. Et ça, c'est une sorte de métaphore de la totalité qui s'installe, mais dont le règne va s'établir à partir de 14-18 et se manifester par les régimes que nous connaissons, totalitaires, mais plus généralement par une appréhension du monde qui aura changé. Désormais, c'est le monde qui est premier, c'est une sorte de logique globale qui s'impose à tous et qui descend sur chacun des individus. Même la pensée ultralibérale qui est venue à bout du communisme est gouvernée par cette pensée qu'il y a des lois du marché, qu'il y a des fondamentaux, qu'il y a des équilibres globaux, et que le global impose sa loi au local. Le basculement du monde d'avant à celui-ci, c'est en 14 qu'il se fait.